Parce que si la finance continue à financer et à investir dans un monde à 3, 4, 5 degrés de réchauffement climatique, à la fin, on aura un monde à 3, 4 ou 5 degrés de réchauffement climatique. Donc l'économie ne fonctionne pas sans le sang qui est constitué par la finance. C'est pour ça qu'on se bat beaucoup au WWF, et moi particulièrement, sur deux grands sujets. Le premier, c'est une meilleure compréhension des risques associés à la montée des périls climatiques, que ce soit sur les risques matériels, sur les infrastructures, ou les risques de transition, sur les technologies, ou les risques de changement de politique publique. Ça, ce sont des risques systémiques croissants pour le secteur financier. Et puis le deuxième élément, c'est la réorientation des flux. Une fois qu'on a mieux compris les risques, inciter, voire parfois obliger le secteur financier à désinvestir de certaines technologies, le charbon par exemple, pour aller vers les technologies vertes. L'essentiel de la réorientation des flux doit être réalisé et porté par le secteur privé. Le secteur bancaire public, c'est une minorité. Donc les compagnies d'assurance, les gestionnaires d'actifs et les banquiers privés ont un rôle absolument décisif. S'ils ne changent pas leur structure d'investissement, on aura un monde à 3, 4 ou 5 degrés de réchauffement climatique. Donc où on en est aujourd'hui, on en est à quelque part au milieu du gué, au milieu du chemin, c'est-à-dire que la prise de conscience est réelle chez beaucoup d'acteurs privés, des engagements de désinvestissement du charbon, de multiplication des investissements dans les énergies renouvelables, voire même des engagements d'alignement de la totalité de l'investissement avec une trajectoire compatible avec l'accord de Paris, donc le fait de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique. Ce sont des choses qui étaient inenvisageables il y a encore 3 ou 4 ans, qui sont maintenant en train d'être discutées au sein des directions générales des grandes banques, des grandes sociétés d'assurance. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas encore passé suffisamment à l'acte pour qu'on puisse dire aujourd'hui, 3 ans après l'accord de Paris, ça y est, l'immense majorité du secteur financier a pris le bon chemin. Alors, la prise de conscience, elle est quand même assez largement partagée maintenant. Le travail qu'il faut faire et qui est en train d'être fait, c'est un travail méthodologique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour une compagnie d'assurance, pour un gestionnaire d'actifs, d'être aligné avec l'accord de Paris? On est en train d'y travailler avec, par exemple, toutes les grandes banques françaises, mais évidemment, on le fait dans un cadre mondial au WWF, de façon à produire, je l'espère, l'année prochaine, la méthodologie qui permettra de dire « vous êtes aligné avec l'accord de Paris » ou « vous n'êtes pas aligné avec l'accord de Paris ». En attendant, il y a des initiatives que l'on salue, qui ont été prises par un certain nombre d'acteurs, notamment dans le domaine de l'assurance, qui permet de dire quand vous achetez un produit de tel ou tel assureur, est-ce que la totalité de la gestion d'actifs de cet assureur est ou non alignée avec les 2 degrés? Et donc, ils ont créé un thermomètre pour pouvoir dire, finalement, aujourd'hui, quand vous achetez un produit de tel ou tel assureur, vous achetez un monde à 3, 3,5, 4 degrés de réchauffement climatique. Donc c'est intéressant parce que ça permet de mesurer l'écart qui reste à parcourir, mais au moins on a une boussole. Et nous, au WWF, on encourage ces travaux, pas parce qu'ils permettent en soi d'aligner les flux, mais ils permettent au moins de mesurer le non-alignement et ensuite d'agir progressivement pour arriver à nos fins. Alors, les 100 milliards de Copenhague, c'est 100 milliards publics, pris dans le cadre de l'accord de Paris et même quelques années avant à Copenhague. Ça n'a rien à voir avec les masses financières qu'il faut mobiliser pour transformer le financement de l'économie mondiale. Là, on parle de milliers de milliards. Et donc, nous, on travaille plutôt sur la deuxième partie, parce que c'est celle-là qui va nous emmener vers un monde à 2 degrés. Les 100 milliards de dollars pris tout seuls, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Évidemment, les États doivent tenir l'engagement, et selon les calculs, ils sont autour de 80 milliards sur les 100 milliards, donc il y a une perspective, j'espère crédible, et je pense qu'elle est crédible, d'arriver à ces 100 milliards en 2020, qui est l'engagement qui a été pris à Paris en 2015. Mais néanmoins, ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est comment je fais bouger les règles du jeu de la finance pour bouger bien plus que ces 100 milliards. Et là, ce sont les banquiers centraux, c'est la Commission européenne, etc. Et ça, c'est en train, je le souligne, l'année 2018
a été très utile de ce point de vue-là, parce que jusqu'à présent, les banquiers centraux, par exemple, étaient restés relativement en retrait. Ils ont créé un réseau des banques centrales piloté par la Banque de France, et ils sont maintenant prêts à prendre des engagements consistant à dire, mais si vous, banquiers sous mon autorité, vous n'êtes pas en train de bien comprendre et mesurer le risque du dérèglement climatique, alors je vais finir par vous le demander obligatoirement dans le cadre des réglementations bancaires. Il y a une discussion en Europe aussi en cours. Donc on voit que les règles du jeu changent, et l'année 2018 pour ça a été assez positive de ce point de vue. On ne s'en sert pas encore assez. La preuve, c'est que si vous me demandez est-ce que le système financier mondial est aligné avec l'accord de Paris, la réponse est non, bien évidemment. En revanche, est-ce qu'on est capable de mesurer l'écart de plus en plus? Et est-ce qu'il est évident que les règles du jeu posées par les banquiers centraux, posées par les autorités de surveillance des marchés, les autorités de contrôle bancaire, vont changer? De plus en plus, la réponse qui est anticipée par les acteurs privés, c'est que oui, c'est en train de changer et ça changera encore plus demain. Et c'est ça qui fait qu'il y a un effet boule de neige qui est en train de se mettre en place. Alors, il y a plusieurs façons d'éviter le greenwashing. D'abord, c'est de créer des standards qui sont des standards sérieux. Nous, on travaille beaucoup au niveau européen et mondial pour avoir des standards sur les obligations vertes, qui est un marché qui a explosé, autour de entre 150 et 200 milliards de dollars cette année. C'est évidemment une obligation verte. Dire que une obligation est verte, ça ne suffit pas, encore faut-il le démontrer. Et donc c'est l'objectif du travail que l'on est en train de faire au niveau européen et avec la création d'un potentiel standard mondial, une certification mondiale. Donc ça, c'est un premier élément, la certification. Puis le deuxième élément, c'est la transparence et la concurrence en quelque sorte entre les différentes méthodologies et les engagements. Parce que si l'engagement qui est pris est transparent, à ce moment-là, on peut soulever le capot et dire à la banque ou à la compagnie d'assurance ou au gestionnaire d'actifs concerné « Oui, mais attends, comment tu arrives à tel engagement? Comment tu définis tel actif ?» etc. Et c'est cette transparence, évidemment, qui doit être imposée par les règles du jeu public. On ne pense pas que le régulateur doive nécessairement tout normer, tout standardiser. En revanche, il doit impérativement obliger à la transparence, parce que c'est la façon pour la société civile de commencer à soulever le capot et à pouvoir différencier ceux qui font vraiment et ceux qui prétendent mais qui ne font pas. Avec les bénévoles du WWF, on est allé dans les agences des assureurs français pour voir justement si, lorsqu'on posait la question, on avait une réponse sur la finance climat, on avait une réponse de la société d'assurance qui faisait qu'ils nous proposaient un produit vert. Aujourd'hui, c'est très minoritaire, et donc il y a encore tout un travail de pédagogie à l'intérieur des banques et des compagnies d'assurance pour que l'offre verte, lorsqu'elle existe, et elle existe de plus en plus, soit réellement distribuée, réellement présentée et proposée aux clients, parce que sinon, effectivement, ça restera une petite niche de marché sympathique, mais pas à la hauteur des enjeux.